le monde diplomatique. Le monde des travailleurs, des syndicats, des travailleurs socio-sanitaires, de l'administration locale et régionale, des utilités publiques et de l'administration centrale dans l'Europe, dans l'essence de la terme, de l'Islande jusqu'à Israël, de Vladivostok, si vous voulez, en Russie, jusqu'au. Voilà, pour ça sort, j'imagine que c'est les plus de l'ouest, en tout cas, enfin, un petit bref mot sur l'accord avec les Canada. Nous, on travaille là-dessus depuis quand même 3-4 ans. On a essayé de suivre les négociations et c'était très difficile à l'époque. Il y a 3-4 ans, la seule chose qui était l'agenda politique en Europe, c'était l'austérité. Et du coup, parler surtout dans certains pays, enfin, la Grèce, l'Espagne, en France, si vous voulez, même en Allemagne, la Troïka, les sauvetages de l'euro, etc. Parler d'un accord de libre-échange avec les Canada avait l'air un peu parler des sexes des anges, surtout en plus parce que, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit tout à l'heure, mais écrire une feuille dans ton drapeau, ça va, c'est cool, il ne faut pas s'inquiéter trop, parce que ça ne peut pas être un pays trop méchant. Mais pour nous, un accord de libre-échange où les services étaient exclus, où il y avait inclus, il n'y avait pas d'exclusion explicite sur les services publics ou sur les services comme il décrit ça dans les traités de libre-échange, était la porte d'avoir un accord avec une zone économique comme elle est NAFTA, ce qui est un jeu vraiment avec l'accord au Canada. Maintenant, pourquoi on s'est opposé de manière assez claire à l'accord avec les Canada? C'est à cause de la création de tribunaux d'arbitrage. Et ça, c'est une des questions clés de tous les débats autour de tous les nouveaux traités, cette vague d'accords de libre-échange suite à l'échec de négociation de l'Organisation mondiale du commerce. C'est la question du tribunal d'arbitrage. Qu'est-ce que c'est un tribunal d'arbitrage? Ce sont des tribunaux ad hoc que les entreprises privées peuvent créer si ils ont une perception que son investissement peut être endommagé par une quelconque décision politique ou administrative. Il y a déjà pas mal d'accords de ce type. L'ambassadeur des États-Unis a rappelé au Parlement européen il y a 2 semaines qu'il y a 1400 accords de ce type en Europe maintenant qui existent entre les 3 pays et ça n'empêche qu'on a plusieurs cas d'États qui sont des entreprises qui sont en train de demander, c'est-à-dire sous des États, des régions, à cause de décisions politiques qu'ils ont prises. Et ça soulève une question sur la démocratie qui a, en dernière instance, la capacité de changer une décision politique ou revoir quelle est la ligne politique que l'entité locale, régionale ou d'État peut avoir par rapport à un marché. Enfin, Vattenfall, quand l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire, c'est un des cas les plus connus. Quand ils ont dit bon, tout notre investissement dans le nucléaire, il est remis en question, on a perdu pas mal de pognon. Mais c'est pas que ça. Enfin, il y a une décision du gouvernement espagnol de demander les primes qu'ils avaient mis il y a 5 ans dans l'investissement dans le solaire. Alors c'est une législation rétroactive, ce qui est en soi illégal, et ça c'est la question de pas mal d'investisseurs. Mais dans la même audience au Parlement européen, l'ambassadeur des États-Unis en disant, vous voyez, utilisez ça comme, vous voyez ici un exemple concret où une décision du gouvernement elle est pas bonne. Mais je crois qu'il faut vraiment voir la question, c'est pas si cette décision de cet gouvernement ou de l'autre gouvernement, c'est une question de démocratie et si les marchés prennent une décision, on ne pourrait pas jamais aller en arrière. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, notamment en Argentine. C'est une question vraiment de décision politique de l'ensemble de la population qui, à un moment donné, peut décider d'échanger. Maintenant, pour terminer avec CETA, il est initialisé, ça veut dire que le texte ne change pas à partir d'aujourd'hui.
mais ils n'ont pas fait des photos parce que les textes ils vont changer. Alors ils ne voulaient pas faire une photo en disant on ne va pas changer les textes, il faut changer les textes 6 mois après parce que ça, comme photo, ça n'a pas l'air trop bien. Et du coup, ça montre l'état bordélique des négociations sur ces traités pour l'instant. Et si on est dans cet état bordélique, ce qui est plutôt positif pour l'ensemble des autres traités et surtout pour les débats qu'on doit avoir sur l'éthique des accords commerciaux qu'on doit avoir avec les autres partenaires des autres blocs au monde, c'est plutôt bien parce qu'il y avait les commissaires sortants qui disaient on ne va pas changer, ça passe ou ça casse. Et la nouvelle candidate à la commission qui négocie ça, qui est censée négocier, dit non, s'il faut les modifier, on les modifiera, etc. Et tous les débats, il y a une grosse pression citoyenne en Allemagne contre ce qu'on appelle la ISDS, le tribunal arbitral. Et sans ça, c'est un accord qui les Canadiens ne peuvent pas signer. Alors c'est un moment très intéressant parce qu'on voit d'un côté les politiciens qui ne veulent pas vraiment perdre la face parce qu'ils avaient dit qu'ils n'allaient pas les changer. De l'autre côté, s'ils les changent, les Canadiens ils vont être très fâchés. Et toute la pression, s'il y a un changement quiconque, le Canada, c'est nos partenaires, enfin nos collègues des syndicats, des organisations contre la fracturation, des gens des tribus au nord qui ont vraiment mobilisé contre cet accord, qui vont crier l'histoire. Et bon, ça va ouvrir aussi un débat sur tous les autres accords, ce qui est plutôt bien. Alors, je reviens sur l'accord des services, ou TISA. C'est un peu dommage parce qu'on mélange un peu une espèce de jargon anglo-franco, qui n'est pas vraiment une langue, c'est une espèce de néolangue orwellienne, vous me pardonnerez, mais voilà. Alors, je vais utiliser pas mal d'acronymes qui viennent de l'anglais parce que c'est ce qu'on utilise dans les quotidiens, essentiellement, je ne connais pas la version française de pas mal de ces acronymes, mais bon. Dans le même débat, il va être sur Internet dans quelques jours, parce que le Parlement européen est assez actif, où l'ambassadeur des États-Unis auprès des institutions européennes a fait un discours de 45 minutes assez étonnant et assez intéressant, parce qu'on ne dirait pas que c'était un ambassadeur, c'était plutôt un sénateur de Wisconsin qui parlait là, en lançant des messages. C'est quelqu'un qui parle 4-5 langues. Et à un moment, il y a tout le temps une pression de sujets qui sortent très souvent. C'est la question des poulets au chlore et les cochons qui, aux États-Unis, sont beaucoup moins chers. Il y a beaucoup plus de cochons et l'industrie du cochon danoise est très soucieuse de ça. Les cochons traités à la rectopambine. Oui. Ça donne des traductions en français. Ok, merci. Rectopambine. C'est un produit chimique qui permet d'avoir une viande de moins grasse et qui grandit plus vite. Ça transforme les hormones. Voilà, les cochons et les poulets. Et à un moment, l'ambassadeur, ils disent, mais ça, c'est pas une question des cochons et des poulets. Ici, c'est une question de partenariat stratégique. De nous et vous. C'est pas moi, j'étais assez étonné de voir les bonhommes qui s'est lancé dans cette espèce de chantage émotionnel aux élus en disant vous voulez tomber dans les bras des Russes et des Chinois. C'était ça ce qui sortait, parce qu'évidemment, il a fait tout immédiatement, après 2 secondes après, il a dit que ça c'était une question sur l'Ukraine. L'Ukraine, la Chine, l'Inde et les autres pays qui nous entourent et qui nous menacent. Qui menacent notre mode de vie. Mais ça doit ouvrir aussi un débat dans l'ensemble de la société, et surtout dans la société civile organisée, les syndicats, les mouvements sociaux, sur quel est notre modèle. Parce que j'ai des doutes que mon modèle soit le même de l'ambassadeur des États-Unis auprès des institutions européennes. Mais bon, j'ai jamais pu vraiment clarifier ce sujet, mais je crois que je suis assez convaincu qu'on a un modèle de société assez différent. Mais dans cette espèce de chantage moralisant sur nous, vous, les Américains, les Russes, la nouvelle guerre froide, etc., ce qu'ils n'expliquent pas, ou ils expliquent très rarement, c'est qu'ils profitent pour dérégulariser tout ce qui était encore réglé. Et ouvrir toutes sortes de services
au marché de manière tout à fait, enfin, ouvrir la porte, comme on dit chez nous, qu'on va toujours pour sortir par la grande porte. Et en plus, je ne sais pas si vous avez vu, mais ce mois-ci, à Le Monde Diplomatique, il y a 2 pages de Raoul Bargenard sur l'accord de service, hein, qui fait un peu un résumé assez didactique de la situation, mais il y a des choses qui sont quand même très inquiétantes. Première chose, les seuls textes qu'on a pour l'instant, c'est une fuite grâce au Wikileaks, hein, qui a été un peu diffondé par l'International des services publics, la journée des services publics, où ils ont dit voici ce qui nous prépare. C'est quand même sympa, rigolo, qu'eux-mêmes s'appellent les très bons amis des services, hein, les 56 pays qui se sont mis à négocier l'accord des services, les very good friends of services, les very, c'est moi qui les mets, mais les good friends of services. Et il y a des choses assez intéressantes comme une fois l'accord est conclu, pendant 5 années à dater de l'entrée en vigueur de l'accord, si aucun accord n'est trouvé, enfin il n'y a aucune connaissance de l'accord jusqu'à 5 ans après la clôture de l'accord. 5 ans, c'est normalement le cycle politique de la plupart des pays en Europe. Ça veut dire quoi? C'est que n'importe quel gouvernement qui arrive à la conclusion de l'accord, il sait très bien qu'il va être dans une situation de calme, parce qu'il va pouvoir dire c'est pas nous, c'est le devoir. Ce qui est quand même inquiétant par rapport à un débat des sociétés qu'on devrait avoir sur la libéralisation de certains services, comme l'eau, comme l'électricité, comme les rails, surtout dans un moment en Europe, Union européenne, où on voit un changement de la marée, où on voit que la vague de libéralisation par privatisation qui a commencé avec l'arrivée de Thatcher au gouvernement britannique, elle est épuisée. Maintenant, on voit que la donne est plutôt en sens inverse. C'est pas facile, c'est pas tout à fait évident et c'est pas toujours très réussi. Mais le mot qui commence à devenir un mot dans la vie politique, c'est remunicipalisation, c'est régie directe, c'est reprise de certains services par enfin, ceux qui font les services, et on commence à parler de comment on gère bien comment certains services publics, ce qui est, je trouve, très intéressant pour voir aussi comment on peut s'assurer d'avoir des services publics qui ne vont pas demain risquer d'être aussi à nouveau en concurrence. Et ce n'est pas par hasard que dans les institutions qui ont été créées pour sauver les pays de la faillite il y a 4-5 ans, dans les demandes pour les prêts de la Banque centrale européenne, du Fonds monétaire international et de l'Union européenne de l'Eurozone, il y avait là, carrément, la privatisation des services publics. En Grèce, c'était l'électricité, eau, la poste. Au Portugal, c'était aussi les eaux, l'électricité, en Italie, la lettre, qu'on a vu aussi, un peu grâce à une fuite. On parlait, Monti à Draghi à l'époque, il a envoyé une lettre en disant qu'il fallait privatiser. Ça, c'est rare de voir ces mots à la législation européenne, parce que normalement, on parle de libéralisation, en cas de libéralisation, mais privatiser tous les services de réseau. Et voilà, c'est un peu aussi, dans un accord de ce type, on voit qu'on nous file là-dedans, dans ces débats sur nous, vous, les Russes qui sont méchants, les Chinois qui veulent détruire notre modèle de société, que ceux qui sont en train de le faire, c'est qu'on est en train de détruire nos modèles de société. Enfin, ce que nous, on aurait appelé l'Europe sociale, l'Europe où les services publics, un peu l'éducation, la santé, ce qu'en anglais on disait de la crèche jusqu'à la mort, sont en train d'être mis dans les marchés et sont utilisés pour tous ces agences d'investissement, groupes financiers qui, suite à la crise, on ne peut plus faire de bénéfices dans les marchés financiers. Ils essayent d'aller dans les services à la citoyenneté, le soins de santé, les services les crèches, les services aux personnes âgées, pour essayer de faire de l'argent de manière directe, parce que là, il y a encore des gens qui sont prêts à donner de l'argent pour garder ses enfants, les personnes âgées, etc. Et il y a vraiment une oscillation de
en Espagne c'est très clair, de ce qu'on appelait la boule des briques vers des investissements dans des choses qui sont d'ouvrage tous les mois. L'eau, l'électricité, les gaz, les soins de santé, les soins spécialisés, individualisés. Et mais pourquoi ils font ça? Parce qu'ils voient une manière de sortir, de presser jusqu'à la dernière centime ou la dernière unité monétaire possible à tout le monde pour renvoyer de l'argent liquide dans ces caisses. Si une autre chose, c'est intéressant, je ne crois pas qu'il faut non plus exagérer là-dessus, mais les blocages qu'on voit à l'Organisation mondiale du commerce depuis la montée des autres puissances économiques à l'échelle internationale qui ont un débat différent sur quel type de services publics, qui sont en train de débattre sur quelle garantie sociale, quel type de sécurité sociale, etc., comme ça se passe en Asie, au sud-est de l'Asie, ça donne que la round de négociation de Doha est tout à fait arrêtée, et c'est assez c'est un paradoxe vraiment que les pays qui ont créé cette organisation mondiale du commerce, ils ne peuvent plus la contrôler comme ils auraient voulu. Maintenant, ils négocient en dehors, ils essayent d'avoir un cadre pour eux, et c'est une des clauses qui existent, qui se sont assurés de mettre. S'ils arrivent à un accord suffisamment bon, ils peuvent l'appliquer à tous les autres pays de l'OMC. Mais c'est quand même inquiétant qu'une organisation qui n'est pas du tout démocratique, je ne vais pas faire l'apologie de l'Organisation mondiale du commerce, mais quand même sortir du cadre pour négocier quelque chose qui est pire pour l'imposer après, ça montre aussi les pédigrés démocratiques de ces pays qui sont en train de les négocier, elle est assez bas. Alors, plus spécifiquement sur TISA et pourquoi c'est dangereux, bon, il y a la question de ces tribunaux d'arbitrage, elle est quand même très importante, parce qu'une fois qu'on a fait un investissement, on peut vraiment choisir toutes sortes d'ennemis au moment où on pense que mon investissement elle est en danger. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un des négociateurs de Walmart, cet géant de la distribution américaine, qui disait, c'est pas vraiment, c'est lui qui disait ça dans c'est pas vraiment une question de législation discriminatoire, et ça c'est une question de principe des accords de libre-échange. On ne peut pas avoir une législation discriminatoire par rapport à un établissement de l'autre pays qui vient faire un investissement ou doit faire une ouverture de service. On ne parle pas de ça. Mais par exemple, la régulation, la restriction des horaires dans les grandes surfaces, je l'ai dit en anglais parce que sinon j'ai fait la traduction en fait, mais work to ease regulations that affect retailing, sur le travail pour libéraliser tout ce qui est la vente en grande surface, including store size restrictions and hours of operation, that lui dit, while not necessarily being discriminatory. So, c'est pas grave si Genève, j'invente, dit qu'il faut fermer à 8 heures et qu'à côté du lac, on ne peut pas faire un zoning qui peut toucher la descente d'un fleuve, et demain on aura des inondations et ça va être à moi la commune qui va les dégager tout et ça va coûter la peau des fesses. Ça c'est. Mais je peux demander à la région de Genève, la ville de Genève, parce que j'ai dit que ça c'est une législation discriminatoire. Ça veut dire que toute entreprise peut dire ah, mais ici vous n'avez pas fait une route pour moi. Alors, si vous ne la faites pas, c'est discriminatoire parce que moi, je veux cette truc, vous faites ici. Et ensuite, le problème, c'est que, évidemment, ils ne vont pas faire ça du tout, parce que ça prendra vraiment un truc, un gouvernement un peu parano, un gouvernement global, des multinationales, un peu à la Austin Powers, où ils vont tout gérer. Mais ça va empêcher n'importe quelle législation qui demain va dire, écoutez, vous avez eu un peu trop,
on va vous enlever un peu parce que vous avez abusé de vos pouvoirs. Et ça va pas arriver. En fait, c'est que l'accord c'est que TISA a fait, ça m'étonne, une fois que tout privatise, pouvoir revenir en arrière. Parce que tout investissement que tu fasses dans cette entreprise privatisée, ça va être une perte. Une fois que la commune, la région, l'État, quiconque, les gens, les usagers décident, non, on a vu qu'il y a eu des dérives dans cette privatisation et on veut revenir en arrière. Et c'est bon, on pourra, mais il va falloir payer. Il va falloir payer dans un tribunal à l'OMC qui est normalement à New York. Et normalement des entreprises nord-américaines ou canadiennes. Et alors il aura Ottawa. Évidemment, l'entreprise américaine, il ne va pas aller au juge à Genève pour dénoncer une fraude qui se passe à Genève. Et c'est pour ça, surtout, qu'on pense qu'il faut vraiment jeter vite à la poubelle TISA, parce que c'est un accord qui essaye de créer un mur de feu autour de tout ce qui était déjà privatisé, et on a pas mal en Europe. Depuis les années 70. Et pour finir, nous appeler des parano, mais aussi pour TISA et pour TAFTA ou TTIP, c'est quand même important du point de vue d'une organisation comme la mienne, qui est une organisation syndicale de fonctionnaires, voilà, classique si on veut, c'est que dans ces luttes pour battre ces traités de nouvelles construction, on doit et on peut, et on est en train de le faire, et construire des alliances avec des groupes qui ne sont pas toujours nos alliés les plus directs. Normalement, nous, on essaie de travailler beaucoup avec les usagers. Mais depuis les scandales de Wikileaks, la politique de l'agence de espionnage aux États-Unis, on voit que pas mal de choses qui sortent dans TAFTA et TISA sont très fort liées à un transfert de données, data transfer, et on voit qu'il y a énormément de clauses qui donnent une puissance aux entreprises à l'heure de sauvegarder et de la durée de temps qu'ils peuvent sauvegarder, et surtout la destination des données qui sont sauvegardées par ces entreprises, qui sont justifiées par les États négociateurs comme dire non, mais on veut faire que les choses soient plus faciles s'il y a une pièce, ça j'ai eu de la négociateur européen, parce que s'il y a une pièce d'une usine, d'un robot industriel qui est fait aux États-Unis, alors si l'usine malfonctionne en France, alors immédiatement on peut démarrer la construction de cette pièce et on peut avoir la pièce dans quelques heures. Le problème c'est que garder des données comme c'est écrit pendant 2-3 ans par certaines entreprises qui après font du marchandage et après donnent aux services de renseignement américains. C'est pas non plus que j'ai ici, je déconne et je suis en parallèle. C'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé avec le gouvernement du Brésil qui a demandé à Facebook de garder les données de tous les usagers et les gouvernements, toutes les données brésiliennes dans un serveur au Brésil, et ils ont dit non, nous on est les servants de nos maîtres, et les servants de nos maîtres, il est au Silicon Valley, alors toutes les données de Facebook sont sauvegardées aux États-Unis, ce qui a fait que le gouvernement brésilien commence à mettre filtre sur ça. Mais c'est une question vraiment d'intelligence d'un État qui est au service des multinationales qui sont au service d'un État, qui vont l'utiliser et ils l'utilisent de la manière qu'il veut et qui est tout à fait antidémocratique. Je crois qu'ils ont suffisamment d'éléments pour se voler, qu'ils ont suffisamment d'éléments pour être inquiets de ce type d'accord qui veut, modifier les paysages de nos sociétés, de comment ils ont été construits et les débats qu'il y en a eu, et les luttes qu'il y en a eu pour avoir le tissu social qu'on a dans la société européenne aujourd'hui, et les faire en catémini, un accord où on ne sait pas où se passe, où on ne sait pas sur les textes. Et finalement, je crois aussi que, et on le voit à l'accord avec le Canada, c'est aussi, moi je crois que c'est une opportunité historique. C'est on est dans le même cadre de figure qu'on a eu en Amérique latine quand ils ont su dire non à ce qu'on appelle en Amérique latine ALCA, qui était la version continentale de NAFTA, qui a ouvert les portes pour un changement de politique à l'échelle continentale.
qui a ouvert les portes à un changement enfin, que l'Amérique latine comme continent, elle se repositionne à l'espace international et il donne une certaine fierté, on le voit dans tous les indicateurs de pauvreté, d'investissement, etc. Et en Europe, on est en recul depuis facilement 20-25 ans. On le voit dans les mouvements syndicaux, on est dans le perte des membres, on est dans une situation difficile. Et je crois que si on arrive à faire tomber, à faire chuter ces trois accords, ça va nous donner suffisamment de force, suffisamment d'élan pour vraiment passer à l'offensive, ce qu'il nous faut, une fois pour toutes, et changer la manière pour laquelle on fait la politique. C'est fait en Europe, en Europe, toute l'Europe, depuis au moins 2 décennies. C'est vraiment un moment, je crois que c'est un moment historique, si on peut mobiliser toutes les forces. Et par exemple, je prends l'exemple français, on a des coalitions où les syndicats, avec les paysans, avec les écologistes, avec les citoyens, se mettent ensemble. Mais c'est vraiment, ça pourrait devenir vraiment l'élément qui va nous permettre un peu de changer les rapports de force en Europe, qui est vraiment un rapport de force qui n'est pas du tout favorable pour une vision que celle qu'on a. Donc je crois qu'on partage ici dans cette salle. Merci. Merci.